Au plus profond d'une ruine antique, une équipe d'explorateurs gît dans une flaque de leur propre sang. Le seul survivant est Jouéon, ou Sung Jinwoo version Walmart, un épéiste talentueux qui n'a pas encore abandonné face à l'ennemi incroyablement puissant qui a tué toute son équipe. Il tient son épée de ses mains tremblantes tandis qu'un monstre serpent géant lève la tête pour l'attaquer. Alors, il court sur le côté alors que le monstre serpent se précipite vers lui, puis saute haut pour lui porter un coup puissant. Cependant, le monstre serpent est également intelligent, et il anticipait l'attaque. Il bloque l'attaque de Jouéon avec ses griffes incroyablement solides et le repousse. Jouéon court vers le mur pour attirer le monstre vers lui, puis se précipite sur lui de toutes ses forces. Le monstre ouvre grand ses mâchoires pour l'avaler tout entier, mais au dernier moment, il remarque une aura bleue enveloppant l'épée de Jouéon. Le monstre sait immédiatement que l'attaque va être dangereuse, alors il frappe Jouéon avec sa queue. Il crache une tonne de sang puis heurte le mur, mais se réveille juste avant que le monstre ne l'attaque à nouveau. Il s'échappe sur le côté et découvre que la tête du monstre est coincée dans le mur, et c'est sa chance en or pour l'achever. Il saute et libère toute sa puissance à travers son épée pour poignarder la tête du serpent. Cependant, son épée ne peut pas supporter la puissance qui la traverse et se fissure en deux, laissant la lame coincée dans la tête du serpent. Jouéon est projeté par l'explosion, et il ne peut pas retrouver son équilibre pendant que le serpent se libère et lui mord la jambe. Jouéon crie de douleur et poignarde l'œil du serpent à plusieurs reprises avec son épée brisée, mais cela ne suffit pas à l'arrêter. Le serpent continue de mâcher sa jambe comme s'il était un jouet à mâcher, puis le claque au sol. Le serpent continue de déchirer les jambes de Jouéon alors qu'il crie de douleur, pensant qu'il ne veut pas mourir comme ça. Il maudit un type nommé Tajoun pour lui avoir fait ça et se souvient comment il a été envoyé en mission avec la promesse d'une belle récompense. Mais tout ce qu'il a obtenu au final, c'est une mort brutale. Il rampe toujours vers son épée dès qu'il se libère de la mâchoire du serpent, mais réalise ensuite que quoi qu'il fasse, il ne peut pas changer l'issue de ce combat. Il se met à rire et dit au serpent d'en finir rapidement, et celui-ci se jette immédiatement sur lui. Cependant, l'attaque du serpent ne l'atteint jamais, à la place, il entend une voix se plaindre qu'il fait trop de bruit. Alors que Jouéon ouvre les yeux, il voit que le temps autour de lui s'est figé, puis il entend à nouveau la voix. Il pense qu'il s'agit d'une relique parlante et crie qu'il en a vu plein dans le passé. Il dit à la relique qu'importe à quel dieu elle appartient, et lui demande de se débarrasser du serpent et de le laisser quitter cet endroit. La voix rit de lui et demande s'il pense qu'il peut sortir d'ici même si le serpent est vaincu. C'est alors que Jouéon regarde ses jambes, ou ce qu'il en reste. La voix dit qu'il mourra d'une perte de sang même s'il arrive à ramper hors d'ici, ce qui est dommage car c'était une personne talentueuse née simplement à la mauvaise époque. Jouéon crie qu'il ne voulait pas non plus vivre comme ça, mais qu'il n'avait aucun contrôle sur le cours de sa vie. Il maudit une fois de plus le type nommé Tajoun et jure qu'il le tuera quoi qu'il en coûte. La voix aime la passion de Jouéon même lorsqu'il est à 12 minutes de la mort, et elle commence à descendre du plafond. Jouéon voit un corbeau à 4 yeux voler vers le bas depuis une lumière dorée éclatante, qui décide de lui donner une chance. Le corbeau lui dit d'aller revendiquer le trône du vrai roi s'il le peut, puis lui tire une explosion d'énergie. Jouéon ressent une douleur inimaginable alors que ses jambes perdues repoussent en un instant. Quand il ouvre les yeux, il est si secoué qu'il ne réalise pas qu'il a ses jambes et qu'il est sorti du donjon. Il se demande ce qu'il en était du corbeau qui lui a dit de revendiquer le trône du vrai roi, et il a l'impression que ça doit être une relique de haut rang. Soudain, il réalise qu'il a récupéré ses jambes et qu'il est vivant et en parfaite santé. Il regarde autour de lui et voit un groupe de policiers en colère le fixer, tandis qu'une femme se plaint qu'il a frappé son fils sans raison. Jouéon se demande ce qui se passe et pourquoi il est là, tandis que l'agent devant lui tente de l'interroger. Il n'arrive pas à se concentrer sur ses questions et se demande si le corbeau lui fait voir un rêve qui semble très réel. L'agent s'énerve lorsque Jouéon ne donne même pas son nom, et dit que c'est une terrible façon de commencer l'année 2025. C'est ce qui sort Jouéon de ses pensées, et il vérifie le calendrier pour voir que la date est le 1er janvier 2025. Cependant, cela ne devrait pas être possible, car 2025 était il y a 15 ans. Jouéon réalise que le corbeau l'a envoyé dans le passé pour lui donner une autre chance, et il commence à sourire parce que maintenant il peut recommencer sa vie. Soudain, il remarque la Karen à côté de lui qui lui crie dessus parce qu'il a frappé son fils. Et en se concentrant un peu, Jouéon peut se souvenir d'elle et de son fils laid. Le garçon est venu chercher une bagarre avec lui au lycée, et quand il l'a poussé, il s'est effondré par terre comme un joueur de football et l'a emmené au poste de police. Il se souvient que la dernière fois, la femme a demandé une somme d'indemnisation ridicule, et comme il était fauché, il a dû se mettre à genoux et supplier pour réduire le montant. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, la vieille femme méchante lui dit de faire attention quand les aînés parlent. Elle essaie de le gifler, mais le corps de Jouéon bouge tout seul et arrête sa main, choquant tout le monde. Cependant, c'est lui qui est le plus surpris en voyant que son corps se souvient encore comment se battre. Il décide de faire les choses différemment cette fois et dit à la Karen de se taire, parce que son fils a commencé la bagarre. Il lui dit qu'elle demande trop d'indemnisation pour avoir giflé son fils idiot,
et que cela prouve juste que les riches sont les personnes les plus avides de la planète. Cela irrite le fils de la femme, et il se précipite vers Jouéon, qui attrape simplement son poing et le claque au sol. Pendant que la femme dit aux policiers de l'arrêter immédiatement, Jouéon commence à évaluer sa situation. Son corps bouge très bien, ce qui lui fait réaliser que la maladie induite par les reliques de sa vie antérieure ne l'a pas encore frappé. En plus de cela, il a l'impression que toutes les compétences de combat qu'il a développées au cours des 15 dernières années sont toujours avec lui. Il est super excité à ce sujet, mais il réalise ensuite qu'il a tout gâché en attaquant le garçon devant les flics, même si tout le monde a vu qu'il se défendait simplement. Les flics ne peuvent pas discuter avec la Karen parce qu'elle a de l'argent, et ils enferment Jouéon. La femme continue de le maudire et lui dit qu'elle ruinera toute sa famille pour avoir blessé son fils. Mais Jouéon s'en fiche, car le monde va bientôt changer. En l'an 2025, de massifs tremblements de terre ont secoué la planète, puis des tombes sont apparues partout. À l'intérieur des tombes se trouvaient des reliques de la mythologie et de la fiction qui avaient pris forme après avoir été racontées comme des histoires par les gens pendant des siècles. Ceux qui ont obtenu les reliques ont acquis des capacités incroyables, alors les gens sont partis à la recherche de reliques pour eux-mêmes. Jouéon était l'un de ces explorateurs, et il a touché le jackpot lorsqu'il a trouvé la relique de l'archéologue qui lui a donné des connaissances sur les tombes et les trésors. Il pensait qu'il allait réussir grâce à ses nouvelles capacités, mais les choses ont commencé à changer. Une grande entreprise appelée la société TKBM, dirigée par Tajoun Kwon, a pris le contrôle des tombes, et ils ont commencé à utiliser des soldats entraînés pour empêcher les gens d'explorer les tombes. D'autres grandes entreprises ont également monopolisé les tombes, et les gens ordinaires ne pouvaient rien faire contre le pouvoir du capitalisme. Heureusement, les capacités de Jouéon ont été reconnues, et il a été recruté par TKBM. Pendant des années, il s'est occupé des sales besognes de l'entreprise, y compris le vol, la contrebande, l'espionnage et le pillage illégal de tombes sous contrôle gouvernemental. Grâce à lui, Tajoun a gagné beaucoup d'argent, mais il n'a pas reçu assez de retour. Ce qu'il a obtenu, c'est la haine et le mépris des autres, qu'il appelait le toutou de Tajoun. Mais Jouéon s'en fichait, car il avait choisi de devenir le chien de Tajoun. Cependant, à la fin, Tajoun l'a jeté en l'envoyant dans un piège qui a failli le tuer. Après avoir fini de réfléchir à comment les choses se sont passées la dernière fois, Jouéon décide qu'il doit se préparer à fouiller les tombes aussi rapidement que possible. Au moment où il pense cela, un message apparaît devant lui, l'appelant un pilleur de tombes et un voleur minable qui ne sait même pas utiliser une pelle correctement. Jouéon réalise que c'est l'œuvre du corbeau à 4 yeux et lui crie de sortir. Au lieu du corbeau, une autre fenêtre s'affiche devant lui, montrant ses compétences. Il est un espion de rang F qui peut détecter tout dans un rayon de 1 mètre. Jouéon ne joue pas à ce jeu, car il se sent déjà comme une copie bon marché de Sung Jin-woo, et il ne veut pas que son histoire devienne le prochain Solo Leveling. Il frappe la fenêtre, et elle disparaît avant qu'un autre écran n'apparaisse devant lui donnant une mission pour débloquer les 4 compétences d'un pilleur de tombes. Jouéon n'est pas vraiment ravi de cela, puis l'agent de police lui dit de se taire et de prendre ses médicaments pour la schizophrénie, car il parle dans le vide. Jouéon réalise que personne ne peut voir sa fenêtre système, puis il remarque un cafard près de lui. Sa compétence lui permet de voir tous ces détails clairement, et il réalise que c'est la même compétence que la relique de l'archéologue lui a donnée, et maintenant il peut y accéder via sa fenêtre système. Il pense qu'il a fait un bon début quand soudain son ami, le détective Jin-woo, arrive pour le sortir de prison. Il dit à Jouéon que le garçon d'avant devrait être derrière les barreaux à sa place, et dit qu'il s'occupera de tout. Jouéon le remercie, et Jin-woo est choqué d'entendre cela, car il n'est pas si poli normalement. Il se met à en rire, et Jouéon se réjouit de revoir un vieil ami vivant et jeune à nouveau. Alors qu'ils rentrent chez eux, Jouéon demande à Jin-woo s'il y a eu des incidents étranges récemment qui semblent surnaturels. Jin-woo lui dit de voir un thérapeute, car sa santé mentale semble pitoyable. Jouéon est maintenant sûr qu'il n'y a pas encore d'utilisateurs de reliques dans le monde, mais il pense que les tombes sont déjà apparues. Il pense que c'est le moment parfait pour agir, mais le problème est que la plupart des premières reliques étaient en Europe et en Amérique, et il a besoin d'argent pour y aller. Soudain, il tombe sur un groupe de voyous qui lui demande où il va, et Jouéon commence à sourire car il a trouvé sa vache à lait. Le chef des voyous est Keon, un voyou de bas étage et courtier en art, et Jouéon travaillait pour lui dans le passé quand il avait désespérément besoin d'argent. Le salaire était bas, et il était traité comme un chien, mais il a continué à travailler. Mais cette fois, il décide de faire les choses différemment. L'un des voyous s'approche de lui et lui dit de reprendre ses esprits, mais au moment où il essaie de le frapper, Jouéon lui donne une gifle mémorable et le frappe à terre. Il dit qu'il remet sa démission et dit à Keon de lui donner son salaire impayé et son indemnité de départ. Keon rit en l'entendant et l'attaque, mais Jouéon le domine et effraie le reste des voyous. Il décide de lui sauter dessus, mais Jouéon les bête facilement également. Il réalise qu'il a toujours toutes ses compétences, mais qu'il manque de force, donc il doit finir les choses rapidement. Soudain, Keon se relève et sort un couteau doré de sa poche pour lui donner une leçon. Son acolyte lui dit de faire attention car le couteau est dangereux,
et Jouéon le reconnaît comme une relique. Il se demande comment un inconnu comme Keon a pu obtenir une relique, mais il pense ensuite que cela doit être l'une de ces reliques qui s'échappent des tombes et se mélangent à la société humaine. Cependant, il s'en fiche, car il va bientôt prendre la relique au voyou. Keon se précipite sur Jouéon avec la relique, mais il esquive toutes ses attaques, attrape son bras, puis le déséquilibre avant de pointer le couteau vers sa gorge. Cela fait que le couteau refuse Keon comme propriétaire, et il tombe immédiatement entre les mains de Jouéon, qui décide de montrer au perdant comment on utilise une relique. Il active le pouvoir du couteau qui lui donne une vision à rayon X, lui permettant de voir l'anatomie détaillée de ses adversaires. Il donne d'abord un coup de pied à Keon contre le mur alors qu'il n'essayait même pas de se défendre, puis les acolytes se précipitent sur lui. Jouéon utilise la deuxième capacité de la relique, qui le rend partiellement invisible et super rapide, lui permettant d'infliger de sérieuses entailles aux deux acolytes avant même qu'ils ne réalisent qu'ils ont été attaqués. Cela effraie tout le monde, et ils abandonnent immédiatement. Plus tard, Keon dit à sa patronne que lui et tout son gang se sont fait tabasser, et elle ne le croit pas du tout. Elle est furieuse et demande comment il a pu laisser cela arriver, et Keon dit que Jouéon bougeait très vite et que ses yeux brillaient, donc ils n'ont rien pu faire. Cependant, le pire, c'est qu'il a pris tout l'argent du compte bancaire de Keon et une statue de Bouddha, ce qui rend sa patronne complètement folle. Et elle dit au perdant de récupérer tout cela à tout prix. Soudain, sa compétence d'espionnage s'active, et il apprend que quelque chose de suspect est caché dans la statue. Il efface l'écran devant lui, puis secoue la statue pour confirmer qu'elle cache effectivement quelque chose. Il coupe la base de la statue avec le couteau, et une petite fiole avec un liquide bleu tombe par terre. Jouéon jette immédiatement la statue car il reconnaît le liquide comme une drogue illégale. Il n'y a plus qu'une chose à régler maintenant, et Jouéon appelle son ami détective Jinwoo à ce sujet. Au même moment, la patronne de Keon appelle son patron pour signaler la statue manquante. Quand sa porte est ouverte brusquement, elle s'emporte, demandant qui ose la déranger alors qu'elle est occupée, et à sa surprise, c'est Jinwoo et un autre officier qui ont amené Keon à son bureau menotté. Jinwoo dit qu'ils ont reçu un tuyau sur un trafic de drogue et ont attrapé son gars en possession d'une bouteille de celle-ci. Ils enquêtent également sur l'entrepôt où il travaillait pour trouver plus de drogue. Cela fait paniquer la femme, mais elle essaie de convaincre Jinwoo qu'elle n'est qu'une marchande d'art et rien de plus. Elle est confiante que la police ne pourra pas déchiffrer les mots de passe protégeant les pièces de l'entrepôt, mais juste à ce moment-là, Jinwoo reçoit la confirmation qu'ils ont vérifié les œuvres d'art dans l'entrepôt, et qu'elles contenaient toutes des drogues. La femme sent le monde tourner en apprenant que tous les mots de passe ont été déchiffrés, et Jinwoo lui passe les menottes avant de la laisser parler à Jouéon, qui lui dit qu'elle doit changer son mot de passe de 1 2 3 4 5. La femme le maudit alors que les flics l'emmènent, et peu après, Jinwoo envoie un texto à Jouéon pour lui dire qu'il recevra bientôt sa récompense de 10 millions de yens pour avoir révélé le cercle de trafic de drogue. Jouéon est heureux d'apprendre qu'il a maintenant assez de fonds pour commencer à chercher des reliques. Il décide de rentrer tôt et de se reposer avant de commencer son voyage le lendemain, quand il entend soudain un grand bruit sourd. Il se précipite pour voir ce qui se passe et trouve une tombe à l'endroit où se trouvait son appartement, et il ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Quoi qu'il en soit, il va voir ce qu'il en est et trouve les habitants affolés, tandis que des militaires défendent la tombe. Il voit une femme parler au téléphone de la façon dont le gouvernement de ce pays ne sait pas encore l'existence des tombes. Donc, ils vont faire exploser celle-ci avant que le pays n'apprenne sa vraie valeur. Cependant, elle est choquée de trouver un collègue excavateur et demande ce que la République de Bent fait en envoyant son équipe d'excavation ici. Le type nommé Kenji demande à la femme Linda ce qu'elle fait ici, car les États-Unis ne devraient pas non plus être là. Pendant que les deux se disputent sur qui va récupérer le butin de la tombe, Jouéon panique car il n'était pas prêt à ce que la CIA et la République de Bent soient ici. Cependant, voyant qu'il prévoit de faire exploser la tombe, il réalise qu'ils ne sont pas des experts, ce qui rend son travail plus facile. Soudain, il voit des lettres rouges lumineuses sur la route commençant près de lui et menant vers la tombe. Il les reconnaît comme des glyphes de tombe, qui sont comme les bio-insta des tombes, et si une personne peut les comprendre, elle peut connaître l'entrée de la tombe et les pièges à l'intérieur. Il suit les glyphes et trouve leur centre, et juste au moment où il s'apprête à commencer à lire, la fenêtre s'affiche devant lui et lui donne le titre de cryptographe expert. Elle débloque également sa compétence de rang F linguistique, qui améliore sa compréhension de toutes les langues. C'est également l'une des compétences qu'il doit débloquer pour accomplir sa première quête, mais Jouéon ne s'en soucie pas. Il trouve rapidement l'entrée de la tombe et la tranche avec son couteau, libérant un pilier d'énergie lumineuse dans le ciel alors que l'entrée s'ouvre. Linda et Kenji sont tous deux choqués de le voir, car ils n'ont jamais vu une tombe s'ouvrir correctement. L'un des hommes de Linda lui dit que l'entrée de la tombe s'ouvre, et Kenji se précipite vers le pilier de lumière avant elle. Linda le suit, et ils sautent tous les deux dans un trou dans le sol qui libère d'énormes quantités d'énergie sans réfléchir à deux fois. Pendant ce temps, Jouéon utilise un briquet pour lire les glyphes sur le mur et les suit, car il croit que c'est la bonne direction. Il arrive bientôt dans un espace dégagé avec un lac clair au milieu, et c'est exactement là qu'il veut être.
Il regarde le lac puis jette son couteau dedans, assez confiant que cela va marcher. Alors qu'il fait cela, un serpent géant parlant émerge du lac, demandant quel pauvre imbécile a jeté son trésor dans le lac cette fois-ci. Jouéon fait signe au serpent pour attirer son attention, qui n'est pas vraiment ravi de son attitude décontractée. Cependant, il ne prévoit pas de le manger et s'approche doucement de lui et ouvre la bouche, demandant quel couteau est le sien, le couteau doré ou le couteau argenté. Jouéon sait que la relique de cette tombe est la hache d'or et d'argent, dérivée de l'histoire du bûcheron qui a perdu sa hache et en a ensuite reçu 2 autres grâce à son honnêteté. Jouéon sait ce qu'il doit faire pour réussir l'épreuve, et il dit au serpent qu'aucun de ses couteaux ne lui appartient. Le serpent sort alors son couteau et demande si c'est celui qu'il veut. Et Jouéon sait que s'il dit oui, il récupérera son couteau et la relique de cette tombe, mais il ne prévoit pas de faire les choses simplement. Il demande au serpent s'il peut vérifier le couteau de près pour confirmer, et le serpent n'y voit pas d'inconvénient. Jouéon s'approche, et dès qu'il récupère son couteau, il tranche le serpent, lui infligeant à la fois des dégâts physiques et émotionnels. Il lui demande pourquoi il l'a attaqué alors qu'il essayait juste de faire son travail, et Jouéon répond qu'il ne fait pas confiance aux créatures comme lui. Le serpent l'entoure de tous les côtés alors que Jouéon dit qu'il n'y a aucune garantie qu'il sera récompensé pour avoir réussi cette épreuve, et même s'il obtient la relique, il pourrait se transformer en un meurtrier sans esprit. Le serpent est surpris en entendant cela et demande à Jouéon comment il connaît ce secret. Jouéon se souvient avoir lu cela dans les nouvelles dans sa vie antérieure. À cette époque, la hache d'or et d'argent a été trouvée en Amérique, et son utilisateur est devenu un tueur en série. Le serpent l'attaque soudainement, mais Jouéon esquive et saute dessus, poignardant sa tête avec son couteau. Le serpent lui dit que ce n'est pas assez pour le maîtriser, alors Jouéon augmente la puissance et enfonce le couteau plus profondément, faisant se tordre le serpent de douleur alors qu'il se déplace, offrant à Jouéon le grand 8 de sa vie. Jouéon explique les différentes façons dont une personne peut maîtriser une relique. La première est l'affinité, qui est la capacité de contrôler les reliques par la confiance. La seconde est la domination, qui signifie contrôler une relique par la force, et la troisième est la compatibilité, où l'utilisateur et la relique sont faits l'un pour l'autre. Actuellement, il essaie d'utiliser la domination sur le serpent, qui refuse d'abandonner et plonge dans le lac pour secouer Jouéon. Il s'accroche au serpent, peu importe la vitesse ou l'irrégularité de ses mouvements, et lui dit de lui obéir ou il le détruira complètement. Le serpent lui dit d'arrêter alors qu'il se débat frénétiquement, et ses écailles deviennent dorées et tombent de son corps une par une. Tout son corps se transforme en eau avec cela, et l'eau se transforme en la hache d'or et d'argent, et Jouéon est ravi d'avoir obtenu les reliques sans les effets secondaires. Sa fenêtre système lui dit qu'il a obtenu le titre de survivant de tombe et une nouvelle compétence, excavation de tombes, qui augmente la compréhension des tombes. Jouéon est heureux car il ne lui reste plus qu'une seule compétence à débloquer pour la quête. Alors qu'il fouille les écrans pour en savoir plus sur ses statistiques, un autre écran s'affiche devant lui, disant qu'il a obtenu un nouveau titre, abuseur de reliques, qui augmente son pouvoir de domination mais diminue son affinité. Jouéon s'en fiche, car il veut de toute façon dominer toutes les reliques dans cette vie. Juste à ce moment, il entend les 2 autres explorateurs venir vers lui, alors il se cache et regarde Kenji jeter une relique dans le lac. Jouéon le plaint car il ne sait pas que la tombe a déjà été vidée, mais il ne reste pas pour le regarder souffrir. Pendant ce temps, Kenji commence à s'impatienter car un prophète lui a dit qu'il devait juste jeter une relique dans le lac pour activer l'épreuve. Linda lui demande si les rumeurs sur la République de Bend possédant une relique de prophétie sont vraies, et il refuse, même si le chat est sorti du sac. Soudain, la tombe commence à trembler et le plafond s'effondre, les forçant tous les deux à courir dehors avant de se retrouver piégés dans les décombres. Pendant ce temps, certains des acolytes de Keon fouillent le bureau de leur patronne pour voir s'il reste quelque chose de valeur, mais il est complètement vide. Le blond haut maudit Jouéon pour avoir ruiné leur vie et dit aux 2 autres types qu'il va sûrement le battre en tant que nouveau patron. Cependant, au moment où il reçoit un appel de Jouéon, panique et tombe par terre. Il répond quand même au téléphone, et Jouéon lui demande s'il a une envie de mourir, car il a mis trop de temps à répondre. Wu lui dit de le respecter parce qu'il est un senior, mais Jouéon lui dit de se taire et de faire une course pour lui. Pendant ce temps, Kenji appelle son quartier général pour leur dire qu'il a échoué à la mission, mais il apprend ensuite qu'il y avait une autre prophétie après son départ concernant un gars du coin trouvant la relique avant lui. Kenji est furieux car il n'aurait pas eu à se traîner dans la boue s'il l'avait su. Le gars au bout du fil lui dit que leur prophète ne peut pas toujours lire correctement les lettres car elles sont en japonais, mais demande à Kenji d'être prudent avec le gars qui a conquis ce donjon, car la prophétie l'appelait, le gars qui dévorera le monde. Au même moment, Jouéon dit à Wu que sa mission est d'entrer dans la plus grande maison de vente aux enchères secrètes du monde, appelée Midas, et d'y trouver un type nommé Jacques Quément. Wu lui demande comment diable des inconnus comme eux sont supposés entrer dans la maison de vente aux enchères, mais Jouéon leur dit que ça ressemble à leur problème. Il leur dit qu'il paiera tous les frais nécessaires pour les faire entrer dans la salle de vente aux enchères, ainsi que leurs honoraires, donc ils n'ont pas à s'inquiéter de l'argent. Cependant, s'ils ne travaillent pas pour lui, il les tabassera à mort.
Et cette menace suffit à forcer les voyous à travailler pour lui. Après cela, Jouéon se prépare à partir à la chasse aux reliques lorsqu'il entend aux nouvelles qu'un autre gars s'est suicidé par seppuku, ce qui fait 4 personnes en un mois. Ce n'est pas une surprise pour Jouéon, car la même chose s'est produite la dernière fois avant que les tombes ne commencent à apparaître. Il commence à avancer et heurte accidentellement Kenji, qui se met à lui faire un cours sur les bonnes manières. Jouéon se souvient de son visage du précédent raid de tombe, et il décide de rester dans les parages car il sait que la République de Bend possède une relique de prophétie. Cela signifie que si Kenji est là, une tombe apparaîtra bientôt ici. Il peut également voir que Kenji a une relique, car il n'essaie même pas de cacher son aura. Jouéon l'ignore exprès pour l'énerver, et alors que Kenji essaie de l'arrêter, il lui vaporise sa bière sur le visage et les vêtements, le mettant en colère. Kenji lui dit de prier pour le nettoyage à sec, mais Jouéon répond qu'il n'est qu'un étudiant fauché. Il lui tapote l'épaule et lui demande de se calmer alors qu'il vole sa relique et laisse tomber sa carte d'identité par terre. Juste à ce moment-là, le sol commence à trembler et le ciel devient sombre, et Jouéon réalise qu'une autre tombe s'est manifestée à proximité. Il se précipite pour la trouver tandis que Kenji est heureux qu'une autre prophétie se soit réalisée. Mais juste à ce moment, il reçoit un appel de son bureau lui disant une prophétie selon laquelle le japonais qui a trouvé la hache d'or et d'argent est à proximité. Kenji est choqué en l'entendant, mais en entendant la deuxième prophétie qui lui dit de faire attention à l'alcool, il réalise que Jouéon était le gars qu'il cherche. Bientôt, le tremblement de terre devient plus qu'une catastrophe naturelle alors que des épées commencent à sortir du sol comme des mauvaises herbes, suivies par des piliers de lumière éruptant dans toute la ville. Ce n'était pas ce à quoi Jouéon s'attendait, mais en inspectant la terreur tout autour et la panique dans l'esprit des gens, il réalise que la relique ici est particulièrement méchante. Il prend un moment pour comprendre, mais réalise que la relique entourée d'épées brisées est la lame Muramasa. Muramasa était un célèbre forgeron du Japon ancien qui créait des épées très tranchantes. Son plus grand œuvre a été utilisé par un samouraï pour tuer toute une famille, ce qui a conduit l'épée à être maudite. Jouéon se souvient de sa vie antérieure que la tombe de l'épée Muramasa était particulièrement hostile aux humains, et cela reste vrai même maintenant. Le système lui donne un avertissement que l'aura assoiffée de sang de la tombe lui transperce la peau en ce moment, et Jouéon trouve cela vrai en regardant son bras qui commence à brûler. Il réalise qu'il n'a pas de temps à perdre et commence à chercher l'entrée, mais à son horreur, la tombe est beaucoup plus grande qu'il ne le pensait, et il est épuisé avant même de trouver l'entrée. Il souhaite être resté un peu plus longtemps avec Kenji, car il aurait connu la direction de l'entrée et aurait facilité son travail. Juste à ce moment, Jouéon entend une femme crier, et il la suit pour trouver un groupe de personnes dans un trou avec une fille qui devient folle. Tout le monde lui demande de se calmer, mais la fille est tellement assoiffée de sang qu'elle a débloqué le Byakugan. Jouéon réalise que la relique l'a déjà possédée, et si elle coupe quelqu'un, il sera possédé aussi. Soudain, il remarque un pont menant vers le trou et réalise qu'il ne peut s'ouvrir que lorsqu'un sacrifice est offert. Jouéon demande aux gens dans la fosse si un japonais a causé tout cela et s'est enfui. Un gars confirme ses doutes et dit qu'il y avait un type louche qui s'est mis à chanter une chanson bizarre en japonais, et c'est ce qui a ouvert la fosse. Le type les a ensuite tous poussés dedans et s'est enfui. Jouéon savait que cela arriverait, mais heureusement, il a une nouvelle relique qu'il pense peut l'aider dans cette situation. Il sort la relique qu'il a volée à Kenji plus tôt. Il s'avère que c'est un bracelet en corde et un dessert au matcha dans un étui en verre. Jouéon le reconnaît comme la relique de l'histoire des frères et sœurs qui sont devenus le soleil et la lune. Un tigre a poursuivi leur mère, qui lui a offert le gâteau au matcha pour épargner sa vie. Le tigre a ensuite attaqué ses enfants, mais une corde descendue du ciel les a sauvés. Soudain, le système lui dit qu'il a débloqué la 4e compétence pour réussir sa quête. La compétence est doigt agile, qui permet à Jouéon de savoir comment utiliser un objet rien qu'en le touchant. Avec cela, il a accompli sa mission et est devenu un pilleur de tombes à part entière, passant du statut de débutant. Et le système lui dit qu'il peut récupérer sa récompense une fois qu'il sera sorti de cette tombe. Jouéon ne pourrait pas être plus heureux du timing, et il décide de célébrer en sautant dans la fosse et en affrontant la fille enragée. Elle se précipite sur lui dans une folie furieuse, mais Jouéon part facilement toutes ses attaques et la repousse. Il utilise ensuite le bracelet en corde et le lance sur la fille, l'attachant et la sortant de la possession de la relique. Il demande ensuite aux gens où est passé le japonais qui a déclenché tout cela, et ils lui disent qu'il a gravi le pont et s'est dirigé vers les bâtiments. Jouéon réalise qu'il savait tout sur la tombe grâce à la relique prophétique, et qu'il doit se diriger vers l'entrée. Juste à ce moment, la fille lui demande s'il peut faire quelque chose pour la corde perverse qui se resserre au mauvais endroit. Jouéon rappelle la corde dans sa main puis se tourne vers les gens dans la fosse, disant qu'après être sorti, il devrait l'aider à attraper le japonais qui les a tous piégés. Pendant ce temps, Kenji marche sur le pont et essaie de trouver le trou dans lequel la relique est supposée se trouver. Il trouve bientôt ce qu'il cherchait et se glisse à l'intérieur, pensant que tout se passe parfaitement. Il a trouvé l'emplacement de la relique, s'est débarrassé de tous les témoins qui auraient pu gêner, et maintenant il ne lui reste plus qu'à mettre la main sur la lame Muramasa. Une fois qu'il l'aura,
il prévoit d'aller directement voir Jouéon et de lui donner une leçon, car il est convaincu qu'avavec la lame Muramasa, il sera invincible. Cependant, il perd bientôt sa confiance et sa patience lorsqu'il ne parvient pas à trouver la lame Muramasa parmi les épées brisées. Juste à ce moment, les gens qui l'a piégé plus tôt arrivent et se mettent à le lyncher. Kenji n'arrive même pas à comprendre comment ils sont là alors qu'il essaie de les empêcher de le frapper. Soudain, il voit Jouéon se tenir au-delà de la foule, tenant la hache d'or dans sa main, et Kenji réalise qui exactement l'a piégé. Jouéon se moque de lui, disant qu'il n'arrive à rien faire correctement même s'il a toute une armée derrière lui. Il utilise ensuite la hache d'or comme un radar pour trouver la lame Muramasa, et après avoir scanné l'immense fosse, il la localise enfin. Il invoque l'épée vers lui comme si c'était le marteau de Thor, et la lame Muramasa est heureuse d'être trouvée aussi. Elle dit à Jouéon de la laisser boire le sang de 10 humains, car cela lui permettra de retrouver sa vraie forme et sa puissance. Mais s'il échoue, il sera enfermé dans cette tombe pour toujours. Kenji ne comprend même pas pourquoi l'épée peut parler, mais Jouéon demande si c'est l'épreuve de cette tombe. L'épée rit, disant que c'est effectivement l'épreuve, et demande à Jouéon de commencer à tuer. Cependant, ce n'est pas ainsi que Jouéon prévoit de faire les choses. Au lieu d'accepter l'épreuve, il utilise la technique de domination sur Muramasa, lui disant d'absorber tous ses clones. L'épée brisée lui dit d'arrêter cette stupidité, car malgré son langage dur et son attitude de méchant, elle ne peut pas riposter contre la domination de Jouéon. Elle commence à absorber ses clones, et le sol tremble alors que l'épée gagne plus de puissance. Les gens paniquent, mais bientôt les choses reviennent à la normale alors que Jouéon tient la lame Muramasa réparée dans sa main, dégageant une flamme bleue. Kenji est stupéfait de voir quelqu'un contrôler une relique de cette façon, et quand les gens commencent à sortir de la fosse en utilisant la corde, il se faufile aussi. Jouéon le repère et l'interpelle, disant qu'il n'a pas le droit de se joindre aux autres. Kenji se rend immédiatement et demande à Jouéon de lui pardonner. Il lui demande même de se joindre à eux, car les pilleurs de tombes sont très bien payés, et ils ont aussi la relique prophétique, guide du futur, avec eux. Jouéon dit qu'il a entendu dire qu'une seule personne peut utiliser la relique guide du futur, et Kenji lui dit qu'il existe une entreprise qui peut résoudre ce problème. Jouéon est plutôt impressionné par leur organisation à ce sujet, mais quand Kenji lui dit que l'entreprise était KBM, son humeur change immédiatement. Juste à ce moment, tous les civils sortent et disent à Jouéon qu'il est le prochain. Il donne immédiatement un coup de pied dans le ventre de Kenji et le laisse bloqué dans la fosse alors qu'il grimpe. Kenji le supplie de l'emmener, mais Jouéon se moque de lui disant de demander à TKBM de le secourir. Sur ce, il ordonne à la tombe de se fermer, et Kenji continue de le supplier de lui faire grâce alors qu'il est enterré sous les rochers. Plus tard dans la soirée, les nouvelles parlent de la façon dont un tremblement de terre au milieu de la ville s'est transformé en quelque chose de désastreux alors que des lames ont commencé à sortir du sol et des murs. Les opérations de secours sont toujours en cours, et les survivants disent aux médias qu'un Japonais était responsable de tout. La nouvelle atteint également le Japon, et le Premier ministre s'en prend à Mori, le chef de l'armée d'excavation. Mori dit que tout est de la faute du Coréen dont leur relique prophétique leur a parlé, mais le Premier ministre ne veut rien entendre à ce sujet, car l'armée d'excavation était censée s'en débarrasser. Mori encaisse les remontrances sans se plaindre, puis dit au Premier ministre qu'ils n'ont pas à s'en faire, car ils peuvent trouver Jouéon grâce à la relique. Guide du futur. Le Premier ministre ne fait que s'énerver davantage en entendant cela, car il sait que la relique ne peut traquer que quelqu'un qui a été marqué par elle. Mori lui dit qu'il a raison, mais puisque Kenji a été marqué par la relique et qu'il a rencontré Jouéon, il devrait pouvoir le trouver aussi. Le Premier ministre lui dit de faire ce qui est nécessaire, même s'il est toujours furieux que les actions de Jouéon aient terni la réputation de son pays. Au même moment, Jouéon est dans la salle de bain d'un hôtel, examinant ses blessures du raid de tombe plus tôt. Il voit les marques de brûlure sur son avant-bras et réalise que c'est le contre-coup d'avoir essayé de dominer la lame Muramasa, car plus une relique est puissante, plus elle endommage quelqu'un qui essaie de la dominer de force. Jouéon pense qu'il ne peut pas continuer comme ça, où il se retrouvera très bientôt à l'hôpital, quand soudain la fenêtre système apparaît pour lui parler de sa récompense pour avoir accompli les quêtes, maintenant qu'il est sorti de la tombe. La fenêtre lui demande son approche pour l'avenir, et il a deux choix. Il peut soit choisir la voie de l'affinité, soit la voie de la domination, et malgré ses inquiétudes sur la domination affectant sa santé, Jouéon n'a aucun doute que c'est ce qu'il veut faire. Dès qu'il prend sa décision, le système dit qu'il peut obtenir sa récompense maintenant. Jouéon est impatient de voir ce qu'il va obtenir, mais quand rien ne se passe, il commence à s'impatienter. Il commence à chercher la récompense partout dans la salle de bain, mais il trouve quelque chose dans sa poche. Il sort une petite tablette brillante et découvre que c'est une relique consommable de type alimentaire. Jouéon se demande s'il est censé la manger et s'il peut lui faire confiance. Cependant, il dit que s'il meurt, il meurt, et avale la pilule. Elle s'avère très amère, mais au moment où il l'avale, les blessures de Jouéon sont complètement guéries. Le système le félicite pour sa récompense. Non seulement il a récupéré des dommages subis lors du combat de domination,
mais il a également obtenu une nouvelle compétence appelée tolérance, qui le rendra résistant à l'empoisonnement par les reliques. Jouéon réalise que c'est une compétence super efficace, car maintenant il n'a plus à s'inquiéter de subir trop de dégâts lors des combats de domination. Il se demande si le corbeau est derrière cela, mais comme toujours, il n'obtient pas de réponse. Il essaie de comprendre pourquoi la relique du corbeau l'a tant aidé quand la fenêtre système s'affiche à nouveau devant lui disant qu'il a été marqué par une relique de rang S et que son avenir est en cours de lecture. Jouéon réalise que la relique de rang S est Guide du futur, et que le gouvernement japonais est déjà sur son affaire. Il connaît Guide du futur, qui est basé sur un mythe sur un livre de prophéties du Japon ancien. Au lieu de créer des tombes, la relique trouve ses propriétaires par elle-même, comme elle l'a fait avec Sasaki dans la vie antérieure de Jouéon. Il est à peu près sûr que la même écolière a Guide du futur cette fois aussi. Dans la vie antérieure, le gouvernement japonais a approché Sasaki dès qu'elle a trouvé la relique et n'a pas lésiné sur les dépenses pour la gagner. Cependant, Sasaki n'était pas bonne dans les études, et elle ne pouvait pas déchiffrer correctement les prophéties en japonais ancien. À la fin, elle a été tuée par un homme puissant qui s'est emparé du Guide du futur. Jouéon décide de faire les choses différemment cette fois, et il prend immédiatement un avion pour le Japon. Pendant ce temps, Sasaki profite paisiblement de sa vie quand son manager lui dit qu'il est temps de lire le Guide du futur. Elle n'est pas vraiment ravie, mais se met au travail quand même, et son manager lui dit de copier tout ce qu'elle lit même si elle ne comprend pas. Soudain, Sasaki se met à crier parce que le livre dit qu'elle va mourir. Au même moment, Jouéon est au Japon, dégustant des sushis authentiques et attendant que le gouvernement japonais l'attaque. Devant sa porte, les soldats de l'armée d'excavation sont prêts à attaquer, mais avant cela, ils veulent envoyer Sasaki avec plus de sushis. Elle demande nerveusement pourquoi elle devrait servir l'homme qui est là pour la tuer. Mais ils lui disent qu'elle doit juste le faire marquer complètement par sa relique. Il l'assure que l'homme ne sait pas qui elle est, donc il ne lui fera rien, et elle entre nerveusement. Cependant, au moment où elle regarde Jouéon, elle tombe amoureuse, car son type est tout ce qui ressemble à une idole de K-pop. Jouéon voit son aura et se prépare à la neutraliser avec son épée, et l'armée d'excavation dit aux troupes au sol de se précipiter pour sauver Sasaki. À leur grande surprise, Sasaki leur ferme la porte au nez parce qu'elle veut être seule avec son crush. Et elle lui montre un texto pour lui dire secrètement qu'elle est tombée amoureuse au premier regard. Jouéon est stupéfait par ce qui se passe, mais cela dépasse son plan précédent, et il accepte d'aller à un rendez-vous avec Sasaki pour lui voler son guide du futur. Pendant ce temps, les soldats décident de faire irruption et de sauver leur fille, mais à ce moment-là, la porte explose devant eux, et la prochaine chose qu'ils savent, ils sont attachés et suspendus au plafond. Jouéon sort de la pièce la main sur l'épaule de Sasaki et lui dit qu'il devrait aller dans un bel endroit pour un rendez-vous, maintenant que personne ne va les déranger. Alors qu'ils marchent vers le café, Jouéon dit à Sasaki que l'armée d'excavation est sûrement pleine de lâches parce qu'ils l'ont envoyé elle se battre sur la ligne de front. Elle lui demande comment il sait cela, et il répond avec désinvolture qu'il a ses sources. Sasaki ne perd pas un instant et est d'accord avec lui, disant que l'armée la surveille constamment et restreint ses mouvements. Jouéon lui tapote soudainement la tête, disant qu'il devrait créer des ennuis pour ces types, et Sasaki tombe encore plus amoureuse de lui. Elle pense qu'il n'est pas du tout un type effrayant, et maintenant qu'elle a regardé dans ses yeux, elle peut lire son avenir aussi. Cela lui rappelle qu'elle a laissé le guide du futur à la maison, mais elle pense que ce n'est pas grave car elle n'en aura pas besoin. Bientôt, ils arrivent à un café, et Sasaki est vraiment excitée par ce rendez-vous, mais soudainement Jouéon sort un couteau sur elle. Elle panique et lui demande ce qu'il fait, et il lui dit de lui donner son téléphone. Il écrase le téléphone sous son pied puis révèle qu'il sait qu'elle a le guide du futur et qu'il va avoir besoin d'elle pour faire certaines choses pour lui. Sasaki n'a d'autre choix que de lui obéir, et il réserve une cabine privée dans le café. Une fois les portes fermées, Jouéon dit à la fille de se mettre au travail et de noter toutes les prophéties de son guide du futur dans son carnet. Sasaki s'en prend à lui pour lui avoir menti sur le rendez-vous et lui dit ensuite qu'elle ne peut pas l'aider parce qu'elle a laissé le guide du futur à la maison. Jouéon la traite de débutante si elle ne sait même pas qu'elle peut simplement toucher le tatouage sur son bras et invoquer sa relique ici. La fille stupide fait exactement ce qu'il lui dit, même si elle ne veut pas l'aider. Jouéon lui dit de ne rien manquer pendant qu'il commence à déguster un dessert. Sasaki commence à noter les prophéties pour lui, mais quelques minutes plus tard, il laisse tomber la cuillère dans le verre pour attirer son attention. Il lui dit qu'elle ralentit et qu'elle ne pourra pas terminer la tâche à ce rythme. Sasaki lui dit que ses mains lui font mal après avoir tant écrit. Elle propose de lui donner le guide du futur en échange de la laisser partir, mais Jouéon refuse sa demande comme un sigma et commence à défiler sur un star réel. Sasaki se maudit d'être tombé dans ce piège juste parce que Jouéon était beau, tandis qu'il pense qu'il lui aurait déjà pris le guide du futur s'il avait pu. C'est une relique de rang S, et s'il essaie de la dominer, il subira des conséquences désastreuses qui ne seront même pas comparables à ce qui s'est passé avec la lame Muramasa. Juste à ce moment, Jouéon entend l'armée d'excavation approcher de la pièce malgré le personnel qui les arrête, et il décide qu'il est temps d'accélérer son plan. Il sort l'épée Muramasa et dit à Sasaki qu'elle a assez fait. Elle panique,
pensant qu'il va la tuer, et le supplie d'épargner sa vie parce qu'elle peut faire plus de travail pour lui. Jouéon la fixe avec un sourire menaçant avant de balancer la lame vers le bas et de poignarder le guide du futur au lieu d'elle. Sasaki est trop confuse pour réagir alors qu'elle voit son livre crier et maudire Jouéon, tandis que des éclairs sont libérés de ses pages. Cependant, la relique de rang S ne peut pas riposter et se désintègre lentement en fumée noire. Dès qu'elle disparaît, les yeux de Sasaki deviennent vides et elle s'évanouit sur le canapé, et Jouéon dit que c'est pour son bien. Juste à ce moment, le système lui dit qu'il a obtenu le titre « Destructeur violent de reliques », ce qui augmente encore sa domination et diminue son affinité. Il a également gagné une compétence appelée « Chasseur de géants » dont il ne sait pas du tout comment se servir. Juste à ce moment, le chef de l'armée d'excavation Mori arrive avec des soldats pour arrêter Jouéon, et quand il voit les restes brûlants du guide du futur, il est dévasté. Il dit qu'il l'exécutera ici même, mais Jouéon lui dit de se calmer et de manger la relique de gâteau de riz qu'il leur lance. Mori attrape le gâteau de riz et dit à Jouéon que ça ne marchera pas sur lui. Cependant, l'instant d'après, le doux arôme du gâteau de riz l'hypnotise ainsi que tous ses hommes. Ils perdent complètement de vue Jouéon et commencent à baver en pensant à manger le gâteau de riz. Mori pointe son arme sur les soldats qui essaient de lui prendre le gâteau de riz et leur dit qu'en tant que leur supérieur, c'est lui qui va le manger. Les soldats pointent leurs armes sur lui en retour, et l'un d'eux tire même sur Mori, lui effleurant à peine l'oreille. Mori est furieux et attaque le soldat, disant qu'il n'abandonnera pas son gâteau de riz, et d'autres soldats se joignent au combat. Pendant que les soldats sont occupés à se battre pour le gâteau de riz, Jouéon est déjà dans un avion pour la Corée. Il lit les prophéties griffonnées par Sasaki et trouve exactement celle qu'il cherchait. Elle parle de la grande inondation, une calamité mondiale où la planète entière était piégée à l'intérieur d'un tombeau gigantesque. C'était le moment où un énorme nombre de reliques sont apparues dans le monde entier, et Jouéon veut se préparer pour quand cela arrivera. La première étape pour cela est d'aller à Vegas, où ses sbires se renseignent sur la maison de vente aux enchères Midas. Ils donnent à Jouéon le rapport de leur enquête et lui disent qu'il y avait 3 personnes avec les initiales, JK, qui s'étaient inscrites à la maison de vente aux enchères Midas. Il ne faut pas trop d'efforts à Jouéon pour trouver le type qu'il cherche, et il est sûr que, puisque le type est à la vente aux enchères, des reliques de haut niveau doivent aussi s'y trouver. Cependant, quand il parcourt le brochure de la vente aux enchères annoncée publiquement, il est déçu car il n'y a pas de reliques de niveau divin. Jouéon dit qu'ils vont quand même enchérir sur certains objets qui ont l'air intéressants, et le chef des sbires, Wu, demande à Jouéon s'il est sérieux parce que les enchères chez Midas commencent à 100 millions. Jouéon répond qu'il est aussi sérieux qu'un cancer de stade 4 et qu'il va entrer dans la guerre d'enchères même s'il n'a pas d'argent liquide pour le moment. Ses sbires sont stupéfaits d'entendre cela, mais ensuite Jouéon leur rappelle qu'ils sont à Vegas et qu'il n'y a pas d'autre endroit où ils peuvent gagner facilement de l'argent. Sur ce, ils vont dans un casino, et Jouéon fait le jackpot sur chaque machine. Tout le monde se rassemble pour le voir en action, et même ses sbires ne comprennent pas comment il peut être si chanceux. La sécurité du casino vient le fouiller pour voir s'il triche, mais il ne trouve rien d'étrange sur lui sauf un porte-clés doré. Jouéon dit au garde que c'est son porte-bonheur, alors qu'en fait c'est la hache dorée qui s'est transformée en couteau de poche. Même sous cette forme, elle peut attirer librement la richesse, ce qui est la raison pour laquelle Jouéon a fait tous les jackpots. Cependant, maintenant que tout le monde a les yeux sur lui, il décide de passer au casino suivant. Alors qu'il sort, un homme arrogant entre dans le casino, disant à tout le monde de s'écarter parce qu'un VIP arrive. Jouéon reconnaît immédiatement le type irritant comme Siu, un homme qu'il a affronté dans sa vie antérieure. Il réalise que, puisque Siu est là, son patron doit aussi être là, et il s'avère qu'il a raison alors qu'un vieil homme riche nommé Tajun arrive. Le sang de Jouéon bout parce que Tajun était la cause de ses souffrances et de sa mort douloureuse dans la chronologie précédente. Il jure qu'il lui fera payer ses actions cette fois-ci, en commençant par acheter toutes les reliques de valeur aux enchères. Soudain, ses sbires arrivent en tenant son sac, disant qu'il se comporte étrangement. Jouéon ouvre le sac et trouve la hache d'argent, lui disant que quelque chose arrive parce qu'elle a la capacité de détecter les ennemis qui essaient de nuire à son maître. Jouéon regarde autour du casino et voit des gens se battre et paniquer parce qu'ils perdent de l'argent pour une raison inexpliquée. Il se demande ce qui se passe quand une fille 10 sur 10 entre dans le casino. Jouéon reconnaît immédiatement la fille et le fait qu'elle est la dernière personne qu'il voulait voir en ce moment. Elle est Irene Holton, la plus jeune fille d'une des familles les plus riches du monde, et avant que Jouéon ne régresse, elle possédait l'une des reliques de niveau divin avec le titre de « Roi de la faillite ». Irene était connue pour apporter le malheur à quiconque s'approchait d'elle, et Jouéon sait que, si elle s'approche de lui, il pourrait perdre tout son argent. Il dit à ses sbires de le suivre alors qu'il commence à marcher rapidement vers la sortie, mais Irene le repère et il semble qu'elle ait quelque chose à lui dire. Elle le poursuit, et Jouéon marche plus vite, faisant semblant de ne pas l'avoir entendu du tout. Cependant, alors qu'il touche la poignée de la porte, il reçoit un choc et un message du système indiquant qu'il détecte une présence sinistre à proximité et que le pouvoir de ses reliques a été réduit. Avant que Jouéon ne puisse faire quoi que ce soit,
Irene attrape sa main et lui demande s'il peut lui accorder 5 minutes pour lui parler. Jouéon panique alors qu'il voit des écrans apparaître devant lui, disant que la présence sinistre s'est emparée de lui, que ses reliques ont été grandement affaiblies et que tout ce qu'il fera échouera en ce moment. Il gifle immédiatement sa main, et Irene s'excuse de s'être laissé emporter. Elle lui demande innocemment s'il est celui qui ne cesse de faire des jackpots, et les sbires de Jouéon pensent qu'aujourd'hui est le jour où il va enfin conclure. Irene lui demande de partager son secret avec elle, mais il lui dit qu'elle s'est trompée de personne. Cela énerve Wu parce qu'il pense que Jouéon est un idiot de refuser une fille qu'il a abordée en premier. Il essaie de lui parler et dit qu'il peut lui révéler le secret autour d'un dîner, mais l'instant d'après, lui et ses amis sont au sol, souffrant de violents maux d'estomac. Cela ne laisse aucun doute dans l'esprit de Jouéon qu'il doit s'éloigner d'Irene, mais alors qu'il s'éloigne, il se cogne le visage contre la porte. Irene lui demande si ça va, et Jouéon lui dit que non, et que c'est de sa faute. Irene s'excite en entendant cela et dit que c'est exactement l'aide dont elle a besoin. Elle dit à Jouéon que les gens autour d'elle finissent toujours par se noyer dans le malheur et qu'elle veut améliorer sa chance pour rendre tout le monde heureux. Ces mots, combinés aux grands yeux rêveurs d'Irene, font tout remettre en question à Jouéon parce que, dans sa vie antérieure, elle était le roi de la faillite qui a plongé le monde dans la ruine et le chaos. Il se demande si elle ne fait que jouer un rôle, mais Irene est sérieuse quant à l'amélioration de sa chance par tous les moyens. Juste à ce moment, Jouéon reçoit un message du système indiquant que le pouvoir sinistre d'une relique de niveau divin l'affecte, et à cause de cela, sa tolérance aux effets négatifs des reliques augmente. Jouéon réalise que le pouvoir qu'il a obtenu en consommant la boule d'argent a augmenté de niveau simplement en étant près d'Irene, et il décide de cesser de l'éviter car cela peut le rendre plus fort. Il décide d'emmener Irene avec lui à la vente aux enchères parce que sa malchance influencera tout le monde pendant qu'il y deviendra résistant et en sortira vainqueur. Irene est heureuse de l'accompagner, et à cause d'elle, plus de la moitié des participants à la vente aux enchères partent car ils viennent d'avoir un problème à régler. Tajun est toujours la même si l'une de ses usines a pris feu. Bientôt, la vente aux enchères commence avec une bouteille de vin vintage, mais Jouéon dit à Irene qu'il n'est pas intéressé par ce genre de choses. Elle est excitée qu'il lui accorde autant d'attention même en sachant qu'elle porte malheur à tout le monde autour d'elle. Jouéon commence à plaindre la fille après avoir réalisé qu'elle était une personne au bon cœur, mais que la relique de niveau divin l'a corrompue et transformée en une personne vicieuse. Soudain, le système lui dit que le pouvoir de la relique d'Irene augmente lorsqu'elle est de bonne humeur, et en ce moment, elle est vraiment heureuse que Jouéon soit prêt à l'aider. Elle commence soudainement à rayonner d'énergie qui provoque un tremblement de terre et apporte un grand malheur à tout le monde autour. Jouéon panique et lui dit d'arrêter de s'exciter autant parce que la vente aux enchères vient de commencer. Cela gâche l'humeur d'Irene et réduit son pouvoir, mettant fin au tremblement de terre. Cependant, alors que la vente aux enchères reprend, Jouéon remarque que les gens se battent entre eux parce que le pouvoir d'Irene a aussi affecté leur santé mentale. Il décide de l'utiliser comme une arme et la rend heureuse chaque fois qu'il veut rendre les gens fous et les expulser de la vente aux enchères, mais malgré tout ce qu'il fait, Tajun semble indemne. Jouéon décide de lui jouer des tours en rejoignant toute guerre d'enchères à laquelle il participe, juste pour faire monter le prix. Il n'achète rien parce qu'il attend une relique de rang S dont la prophétie parlait. Cependant, tous les articles du catalogue sont vendus, et Jouéon commence à penser que sa visite à la maison de vente aux enchères était un échec. Puis soudain, le commissaire-priseur sort un jeune plan d'amandier qui n'était pas dans le catalogue, et Jouéon et Tajun s'excitent tous les deux parce que c'est la relique de rang S pour laquelle ils sont venus. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous reverrai la prochaine fois.